Vous êtes resté à Paris jusqu'en 54. Vous venez ici tout de suite après à Montréal. Qu'est-ce qui vous a motivé à quitter Paris pour venir ici au Québec? Oui, alors à Paris à l'époque, c'était très difficile pour un étranger de gagner sa vie. Et il fallait prouver que le travail qu'on faisait si on était étranger, aucun Français ne pouvait le faire. J'ai trouvé un Irakien qui était installé là-bas dans la radio, etc., qui a décrit qu'il voulait quelqu'un, c'était absolument faux, qui parlait arabe et hébreu. Alors, il n'y avait pas beaucoup de Français à l'époque qui étaient capables de ça. Il n'avait aucun besoin de ça. Mais enfin bon. Mais il me payait un salaire de misère. Mais enfin bon, après la bourse, j'ai eu la bourse pendant 3 ans. Alors, et j'écrivais déjà dans les journaux français, j'ai commencé, etc. Et après, j'ai eu beaucoup d'amis entre-temps, et j'ai eu un grand ami, l'un de mes meilleurs amis au monde, il est décédé malheureusement, c'était un Hollandais, journaliste, écrivain. Il m'a dit, il y a un bateau hollandais de Rotterdam qui va à New York, qui prend plus de temps que les bateaux britanniques de Londres. Et puis il y a beaucoup d'étudiants européens qui vont à New York. Et pour attirer ces étudiants américains qui viennent et qui rentrent avec ce bateau, on a un programme culturel sur le bateau. Des conférenciers, Si tu veux faire des conférences sur ce bateau, tu as un voyage gratuit à New York. Je dis évidemment, des conférences, j'en fais. Alors, j'ai commencé assez tôt à faire des conférences d'ailleurs. Alors, je suis arrivé à New York, j'avais un oncle qui était venu d'Iran et qui était installé là-bas, qui était bien installé. Et à New York, on m'offrait de travail déjà. Comme quelqu'un qui parlait le français, qui connaissait l'anglais, etc. Alors, j'ai dit... Et quand j'allais à un hôtel, j'habitais chez mon oncle qui était en banlieue, et quand je suis resté en ville et j'allais à un hôtel, je sortais mon passeport pour montrer, et je dis, mais pourquoi votre passeport? Oui. On me demandait. Parce qu'en France, c'était exigé. Avant minuit, il fallait déclarer à la police qu'il y a quelqu'un qui de ce nom-là qui était à l'hôtel. Alors, il dit non, tout ce que vous avez à faire, c'est payer la chambre. Tout ce qu'on vous demande. Le reste ne nous regarde pas. Alors j'ai dit, mais c'est un pays libre. On m'offre de travail, on ne me demande pas mon passeport, et c'est ouvert. J'ai dit, mais enfin bon, mais c'est l'anglais. Et comme j'ai fait mes études à la Sorbonne, en français, j'ai choisi le français à Bagdad déjà, comme une langue la langue de libération, parce que l'anglais, c'était la langue de ceux qui colonisaient l'Irak. Alors j'étais un peu opposé. Après, j'ai changé d'avis quand j'ai commencé à lire Shakespeare, etc. C'était l'une des plus grandes langues aussi au monde. Et après, j'ai dit, je vais aller à Montréal, où on parle français. Alors j'ai demandé, dès que j'ai pu, j'ai demandé un visa d'immigration au Canada. Et à l'époque, on me soupçonnait, il y avait le fonctionnaire des affaires extérieures. Après, j'ai eu beaucoup d'amis aux affaires extérieures au Canada, mais il me soupçonnait de vouloir aller aux États-Unis, parce qu'il y avait un oncle aux États-Unis. Il dit, vous passez par le Canada pour aller aux États-Unis après. Je dis, mais pas du tout, je veux aller au Canada parce qu'on parle français. Bon. Mais lui, sa langue, c'était l'anglais. Mais il dit, mais alors il faut aller au moins avant Noël. J'ai fait mon possible, etc. Mais il n'y avait pas de bateau avant le mois de février. Alors, elle dit, oui, ça on accepte. Février, ça va, le 4 février, je me souviens. Alors, après, quand je suis revenu, il y avait un autre fonctionnaire qui s'appelle Dupont, qui parlait français. J'ai jamais pu le rencontrer après, parce que c'était quelqu'un qui était extraordinaire pour moi. C'était ma première introduction au Canada qui était merveilleuse. Alors, je suis allé le voir.
Je dis, malheureusement, je dois aller en plein hiver, dans la neige, etc. Il dit, vous voulez retarder? J'ai dit non, j'ai pris déjà ma réservation sur le bateau. J'ai dit, est-ce qu'il faut que j'achète des sous-vêtements longs pour la neige? J'ai dit, à votre âge? J'avais 25 ans. Elle dit, on n'a pas besoin. Elle dit, on n'a pas besoin, vous n'allez pas être un bûcheron. Même les bûcherons ne le font pas parce qu'ils travaillent. Elle dit, non, 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 non. Alors après, elle m'a serré la main. Elle dit, je salue mon prochain compatriote. Je me suis dit, mais quel pays! Il m'accueille déjà, c'était extraordinaire. Alors, quand je suis allé à Halifax, parce que le bateau n'arrivait pas jusqu'à Québec, c'était en plein hiver, on s'arrêtait à Halifax. Il fallait attendre le train et passer la nuit dans le train. Et arriver à Montréal à 7 heures du matin et rester dans le train jusqu'à 8 heures pour pouvoir aller en ville. Enfin bon, c'était... Alors, je suis arrivé, c'était le 5 février. Alors, et l'officier à Halifax, il y avait à l'époque, en 54, une loi contre, enfin pas contre, qui limitait l'immigration des Asiatiques. Moi, c'est terminé là, depuis des années. 100 Asiatiques par année. C'était pour empêcher que tous les Chinois, les Japonais, etc. viennent. Bon, enfin, il y en avait beaucoup qui venaient quand même, mais enfin bon. Mais on limitait par la loi. Alors le type regarde mon passeport. Enfin, je n'avais pas de passeport parce que les Juifs d'Irak étaient renvoyés d'Irak et on n'a pas renouvelé mon passeport. Je suis venu sur des papiers français. Alors c'était marqué, où est-ce que vous êtes né? À Bagdad. Alors l'officier regarde, ça se trouve où ça, Bagdad? J'ai dit, en Irak. Il dit, c'est où ça? J'ai dit, en Asie. Il dit, vous êtes asiatique? J'ai dit oui. Alors il dit, est-ce que on le savait en vous donnant le visa d'immigration? J'ai dit oui. Alors là, il commençait à regarder, à fouiller. J'ai dit, peut-être il veut savoir ma religion. Oui. Alors j'ai dit, vous savez, je suis juif. Ah, il dit, il fallait le dire. Les Juifs ne sont pas asiatiques, sont des Caucasiens. J'ai dit, là, on m'a changé de nature, ça va très bien. J'ai dit, bon, mais quel pays, là? Est-ce que toutes ces années après, vous continuez à dire quel pays, ou ça s'est calmé un peu? Non, je dis toujours, je suis juif de Bagdad. Oui. Et quand j'ai publié mon premier roman, Adieu Babylone, oui. J'ai fait beaucoup d'émissions à la radio, à la télévision, j'ai écrit dans Le Devoir, etc. Et Wilfrid Lemoine, à l'époque il est décédé, c'était un grand ami à moi, et il a fait une interview d'une demi-heure à la télévision sur ce roman. Alors il dit, mais pourquoi vous écrivez sur Bagdad, on vous connaît déjà, et puis vous racontez que vous êtes de Bagdad, de votre enfance, etc. J'ai dit, je suis ici à visage découvert. Pour qu'on me connaisse maintenant, il faut qu'on sache d'où je viens, qui je suis. Et une fois avoir dit ça, le monde est ouvert. Oui. Montréal est ma ville. Pourquoi je dis je suis né où je suis né, j'ai fait mes études où je suis, qui je suis, quel est mon nom, et puis voilà. Oui. Et toujours quand je suis arrivé ici, je commençais à sortir avec des jeunes filles, etc. Elles me disent, écoute, Naïm, c'est bizarre comme nom. Quand on voulait me présenter à leur famille, ils disent, tu ne peux pas appeler un nom comme Normand, Nelson, enfin, ça ressemble à Naïm. Je dis non, là, mon nom, je me regarde dans le miroir, mon nom c'est Naïm, je ne peux pas m'appeler autrement. Mais chaque fois que je dis mon nom, elle dit, d'où est-ce que vous venez, depuis combien de temps vous êtes là, alors il faut toujours que je raconte ma vie. Mais enfin bon,
Mais là, maintenant, je commence par dire, je suis là avant votre naissance. Alors, Ça calme le jeu. un peu. Oui. Oui. Mais pendant ce temps-là, Naïm Katan, où sont vos parents, frères et sœurs? Est-ce que Oui, tout le monde est resté? alors, tous les Juifs d'Irak ont été, en 51, ont dû quitter, ils sont allés en Israël. Ah. Et c'est là que je suis allé retrouver ma mère et mon père, qui sont décédés entre-temps. Et mon frère aîné, ma sœur, sont décédés maintenant. J'ai un frère qui est encore là, heureusement, qui était plus jeune que moi. Et à la Sorbonne, quelles études vous avez faites? J'ai fait des études de littérature française. J'avais de merveilleux professeurs. Et puis là, arrivé à Paris, j'ai rencontré beaucoup d'écrivains. Parce que j'ai écrit à Bagdad des articles, par exemple, sur André Gide. Et mon professeur de Beyrouth, qui connaissait André Gide, parce qu'il était pendant ces années-là, en 47, 46, 45, 46, il était en Afrique du Nord, en Algérie, etc. Et lui a dit, il y a quelqu'un de Bagdad qui a écrit sur vous. Alors, en arabe. Gide. Alors, il m'a dit, envoyez vos articles à André Gide, même s'il ne lit pas. Alors, et André Gide m'a écrit une lettre à Bagdad. Et dans son journal, il me mentionne, sans me nommer, il dit, quelqu'un de Bagdad a écrit un article sur moi, dans son journal de 46. Il y a un paragraphe sur moi. Et j'ai une correspondance avec Gide, ces lettres, pour moi, très précieuses, où il parle des mille et une nuits, etc., qui sont aux archives à Ottawa. J'ai mes archives, tous mes papiers, toutes mes lettres, etc. Et j'ai eu des correspondances avec beaucoup d'autres. Et puis quand je suis arrivé à Paris, comme j'avais écrit sur les surréalistes, j'ai été reçu par le groupe surréaliste de Paris. André Breton m'a accueilli à son... et il y avait deux séances, deux réunions par semaine, à deux cafés, Café Blanche et Café Les Deux Magots. Alors, l'après-midi et le soir, enfin, les deux. Et il me dit, c'est le chef de notre groupe surréaliste de Bagdad. Alors, il y avait des gens qui venaient autour de moi et disaient, vous êtes nombreux dans ce groupe? Je dis, vous avez tout le groupe devant vous.